Conakry, 30 avril 2018 au sommaire. Premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat du bassin du Congo vient de se tenir à Kintélé. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a pris part à ce sommet. Les temps forts dans ce journal. Un magasin de stockage de fumoir amélioré pour les producteurs de Bouramaya dans la sous-préfecture de Benti. C'est un appui qui s'inscrit dans le cadre du projet de l'Association pour le développement agricole de la mangrove. Et puis deux jeunes filles évoluant dans un même club s'opposent au mariage de leur sœur âgée de 14 ans. L'événement fait du bruit au quartier Simambossia, ici à Conakry. Les précisions dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a regagné Conakry au terme d'une visite de travail au Congo où il a pris part aux travaux du premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat du bassin du Congo et du Fond bleu. L'objectif des assises de Kintélé est de contribuer à la promotion de la finance climatique, de l'économie verte et de la diplomatie environnementale. Un commentaire de Sanassi Keita. Les travaux sur le premier sommet de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo ont ouvert leurs portes dimanche 29 avril 2018 à Kintélé, en haute banlieue de la capitale Brazzaville. Le sommet s'inscrit dans le programme de l'économie bleue défini par la mission économique pour l'Afrique dans le but de garantir des solutions durables, aussi bien au niveau économique qu'environnemental. Une dizaine de chefs d'État africains, le souverain du Maroc et plusieurs autres personnalités ont pris part à ces assises de Kintélé, axées sur le bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Un bassin qui constitue pour toutes ces personnalités se succédant du haut de cette tribune de la salle de conférence internationale de Kintélé, le second réservoir de carbone au monde après l'Amazonie. La préservation des forêts de cette région représente donc un enjeu primordial pour la réduction des effets du réchauffement climatique. Garantir un développement économique permettant aux populations de la région d'améliorer leur qualité de vie, participer à l'amélioration substantielle des voies de navigation et de transport, appuyer l'installation de projets hydroélectriques, permettre le développement de la pêche et de la pisciculture, renforcer l'irrigation en vue d'accroître la productivité sur les terres arables dans les savanes. Ce sont entre autres objectifs qui visent le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Ainsi, ces dirigeants du continent ont jugé nécessaire de redéfinir les bases d'une économie collaborative et inclusive, des eaux des côtes maritimes, du fleuve Congo et de ses affluents. L'enjeu est d'apporter une contribution à la promotion de la finance climatique, de l'économie verte et de la diplomatie environnementale, non seulement dans le bassin du Congo, mais également dans le monde. À Conakry, les travaux de la 22e session du comité de suivi ont eu lieu ce lundi au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Les acteurs politiques se sont mis d'accord sur l'élargissement de la commission de réflexion aux représentants des institutions internationales et à la CENI. Il s'agit de faciliter l'obtention d'un compromis entre les membres de la commission ad hoc. Le compte-rendu est signé de Mohamed Amin Kamara. Ce lundi, les discussions au sein du comité de suivi sont tendues mais constructives. Le président du comité de suivi a fait la synthèse des solutions proposées par la commission chargée de l'examen des contentieux électoraux. À l'issue des débats, les acteurs sont parvenus à un consensus, ouvrir la commission à d'autres entités. Nous avons mis les acteurs politiques dans l'obligation morale et patriotique de trouver une solution consensuelle. Et je crois qu'on est dans cette lancée. Aujourd'hui, nous avons pris la décision, avec l'accord de tout le monde, de renforcer cette réunion restreinte-là par les experts de la communauté internationale qui est toujours à nos côtés et qui s'est déclaré disponible, n'est-ce pas, pour ce travail-là. Sur l'audit du fichier électoral, la Commission électorale nationale indépendante CENI a transmis aux représentants de la mouvance et de l'opposition ses propositions d'amendement. Déjà, la réforme de la Commission électorale nationale indépendante est sur la table des discussions. Nous avons décidé donc les 3 groupes parlementaires de nous retrouver à l'Assemblée dès le mercredi pour essayer de discuter et inviter la CENI pour venir voir au niveau du fichier qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les opérations qui sont faisables pour avoir un fichier consensuel. Il n'y a aucun point de blocage. Chaque parti a fait des propositions et le comité de suivi va se saisir de toutes ces propositions et va nous faire d'autres propositions que nous allons examiner d'ici vendredi. On peut être optimiste
Et je crois que les prochaines sessions, on aura des conclusions, sans compter que pour mettre ces exécutifs en place, il y a quand même un délai, et il y a l'attente des populations, il y a la communauté des bailleurs de fonds qui se trouve pénalisée dans les programmes de développement décentralisés. La commission ad hoc se retrouvera à huis clos le jeudi prochain pour un travail technique autour des propositions à soumettre à la 23e session du comité de suivi de l'accord politique. Dans l'actualité encore, les rideaux sont tombés à Conakry sur le forum sous-régional de la société civile guinéenne. La rencontre a permis aux acteurs de la société civile d'échanger sur les notions de la bonne gouvernance. C'est une initiative du PASOK, programme d'appui à la société civile. Suivez le reportage de Yara Diallo. La cinquantaine de participants venus des 5 communes de la capitale, de l'intérieur de la Guinée et de plusieurs autres pays de la sous-région ont achevé les travaux du forum de Conakry. Le but est de renforcer la société civile et la rendre plus dynamique. Autre action visée, enrichir les modes de gestion et de fonctionnement des organisations africaines. J'ai trouvé à travers ce forum sous-régional sur la gouvernance une belle opportunité entre les acteurs de la société civile de partager leur expérience dans diverses thématiques, et je trouve que ce genre de rencontre est hautement important en ce sens que ce genre de rencontres permettent aux acteurs de la société civile, au-delà de ce que chacun fait dans son pays, de pouvoir s'arrêter par moment, partager les préoccupations de gouvernance respectives dans nos pays réciproques et également voir quelle peut être la contribution de la société civile à l'amélioration du processus de démocratisation dans nos différents pays. Ce rendez-vous de Conakry aura permis aux acteurs des organismes de la société civile guinéenne d'acquérir de nouvelles compétences pour améliorer leur fonctionnement et prestations. Nous sommes reconnaissants vis-à-vis du PASOK, le programme d'appui à la société civile guinéenne, financé par l'Union européenne, qui, à son terme, a cru à cette initiative pour regrouper des compétences sous-régionales de la société civile en matière de gouvernance, pour aider la société civile guinéenne à bien approfondir les réflexions sur cette thématique dans un contexte marqué par plusieurs défis en matière de gouvernance globale du pays. Ce projet financé par l'Union européenne a permis de soutenir de nombreuses organisations non gouvernementales dans la mise en œuvre de leurs initiatives de développement. Le ministre du Commerce a animé ce matin un point de presse axé sur les différentes marques de bouillon identifiées par les services spéciaux de lutte contre les crimes organisés. Marc Yombono a fustigé la sortie médiatique du colonel Tcheboro et a mis l'occasion à profit pour préciser les raisons de la pluralité des marques de bouillon sur le marché. Reportage Alpha Isiagaba Saliouba. Les services spéciaux de lutte contre les crimes organisés ont procédé à la présentation de plusieurs bouillons en sachet et en cubes. Des produits qui seraient impropres à la consommation et constitueraient un danger pour la santé publique. Au ministère du Commerce, les autorités s'expriment sur cette actualité et apportent des précisions. Nous travaillons depuis longtemps sur cette problématique des bouillons, appelés communément cubes. Au jour d'aujourd'hui, notre laboratoire national de contrôle de qualité a analysé un certain nombre de bouillons, 23 marques, dont une cinquantaine de références. C'est-à-dire la différence entre la marque et la référence. Quand vous prenez Maggi, c'est la marque. La référence, c'est Maggi crevette, Maggi oignon, Maggi poulet, ainsi de suite. Et nous avons eu des rapports des services de nos collaborateurs, les produits qui ont été analysés ailleurs. Et par rapport à ce qui a été dit sur certains médias, nous avons constaté des contradictions. Et donc, il nous revenait, en tant que département approprié, pour éclairer la lanterne de la population, pour dire à la population que l'État travaille, le ministère du Travail travaille, mais nous ne sommes pas alarmistes. Nous faisons un travail de front pour protéger notre population. Les autorités du ministère du Commerce déplorent aussi l'attitude de certains acteurs de la société civile. Cette société civile, je les ai dit, se sont présentés comme activistes pour la consommation. Je dis non. Si vous êtes activiste pour la consommation, je ne vous reçois pas.
Le ministère du Commerce a affaire aux associations qui représentent les consommateurs, pas n'importe quelle ONG. Au secrétariat général des services spéciaux de lutte contre les crimes organisés, les responsables disent être dans leur rôle et comptent aller jusqu'au bout. Quand vous envoyez des marques de bouillon sur le marché qui n'ont pas fait l'objet d'analyse, qui ne répondent pas à toutes ces normes dont les médecins disent que vraiment la consommation de ces bouillons qui ne répondent pas aux normes peuvent causer de problèmes de santé. Donc nous pensons que c'est un problème de santé publique. C'est pourquoi on s'intéresse encore une fois. Nous n'avons pas la prétention de faire ce travail tout seul. Nous le faisons, on sait les limites de nos attributions, mais il ne faut pas qu'on s'asseye jusqu'à ce que des choses arrivent, ce sera pire, il faut qu'il y ait de la responsabilité. Pendant que le débat fait rage dans la cité sur la qualité des bouillons mis en vente dans le pays, du côté du ministère du Commerce, les autorités plaident pour l'achèvement des travaux du laboratoire moderne de contrôle qualité situé dans la commune de Matutu. À Pouramaya, dans la sous-préfecture de Benti, préfecture de Fourikaria, les producteurs de sel et fumeuses de poissons peuvent se frotter les mains. Ils viennent de bénéficier d'un magasin de stockage, de fumoir et d'un tricycle. Ces équipements vont contribuer à protéger l'environnement et à améliorer la production. Cet appui s'inscrit dans le cadre du projet de l'Association pour le développement agricole de la mangrove. Voici le reportage de Magafo Détouré et Toupou Foromo. L'extraction du sel ou saliculture fait partie du quotidien à Pouramaya dans la sous-préfecture de Benti. Dans les concessions, les silos ont valeur de trophée dans la production de sel. Mais l'extraction du sel est coûteuse en énergie, des contraintes qui affectent la qualité et la capacité de production. Par exemple, selon les experts, la production d'un kilogramme de sel nécessite environ 4 kg de bois de chauffe. Le bois également sollicité ici dans le fumage du poisson en vue de sa conservation. Avant, on préparait du sel avec le feu de bois. À cause du calvaire de bois de chauffe, on a abandonné cette technique. Maintenant, on utilise les bâches pour produire le sel et ça nous arrange. Avant, avec 200 000 francs guinéens, on ne pouvait pas fumer le poisson d'une valeur de 400 000. Mais aujourd'hui, avec ces fumoirs améliorés, 2 fagots de bois suffisent pour avoir 100 000 d'intérêt. Le projet d'appui au développement de la filière sel et à la conservation du poisson dans les localités de Benti, de Kakossa et de Kabak est une initiative de l'Association pour le développement agricole de la mangrove ADAM. Il consiste à accroître et pérenniser les productions de sel et de fumage de poissons selon des techniques respectueuses de l'environnement. Dans la zone de Samou, nous évoluons dans 2 volets. Nous avons la saliculture améliorée pour réduire l'impact de l'homme sur l'environnement, pour la préservation de la biodiversité de la mangrove. En même temps, nous appuyons aussi les fumeuses de poissons en faisant l'apport de construction des foyers améliorés, ce qu'on appelle les fours améliorés, pour réduire encore beaucoup de consommation de bois et fumer beaucoup de poissons. Le projet est rendu possible grâce à l'appui financier de la Fondation Rio Tinto et a permis de former 140 hommes et 215 femmes aux nouvelles techniques d'extraction de sel et de fumage de poissons. En finançant Adam et en finançant donc indirectement les producteurs de sel et les femmes qui fument le poisson, nous avons donc voulu aider la filière sel et nous avons aussi voulu que les méthodes traditionnelles pour le fumage de poissons changent et rejoignent les normes environnementales et donc les normes de santé. Ce magasin construit par le projet remplace désormais les silos pour la conservation du sel et ce tricycle va permettre de transporter des productions des sites au magasin. Les fumoirs améliorés sont encore sollicités par les fumeuses de poissons de la localité. D'autres appuis seraient nécessaires pour soutenir ces secteurs d'activité dans ces localités.
Dans le même registre, des équipements sanitaires pour certaines unités de pêche en Guinée. C'est un geste du ministère en charge de ce secteur à travers l'Office national du contrôle des produits de pêche. L'idée est de renforcer les capacités opérationnelles des unités bénéficiaires. Fallait lui aller aussi ce reportage. La suspension de la Guinée a provoqué la faillite de plusieurs unités de pêche. C'est pour combler ce gap que le département en charge du secteur renforce la capacité des structures privées pour être opérationnelles sur le terrain. Il vient d'octroyer 2 machines de fabrique de glace d'une capacité de 3 tonnes par jour et un groupe de froid pour chambres positives d'une valeur de plus d'1 milliard de francs guinéens. L'objectif est de relancer l'exportation des produits de pêche. Près de 11 ans, la Guinée n'arrive plus à exporter ses produits halieutiques vers l'Europe. Et pour la reprise justement de l'exportation, il y a plusieurs conditions, dont entre autres le débarcadère aux normes internationales et les équipements qu'il faut aussi. Donc nous sommes très avancés dans le processus et l'ONSPA, qui est maître d'œuvre dans ce domaine, a bien voulu donner ses équipements à cette entreprise pour pouvoir répondre aux exigences de l'Union européenne. Pour cette première opération, le port de pêche de Teminetaï a été choisi comme zone pilote pour le contrôle sanitaire des produits halieutiques. Ces actions sont coordonnées par l'Office national de contrôle des produits de pêche et de l'aquaculture. Il faut signaler que 6 entreprises en activité lors de la dernière visite en 2006 de l'OAV, sauf une seule, Jasmine Trading House, est aujourd'hui en état d'activité et se rapproche des normes de l'Union européenne, d'où son choix par l'autorité compétente de l'ONSPA. À travers cet appui, le département en charge des pêches en Guinée compte améliorer les conditions de conservation des produits halieutiques en provenance de Conakry. Une des exigences des partenaires pour ainsi rendre plus concret le retour de la Guinée sur le marché de l'Union européenne. La Guinée a célébré ce 30 avril la journée africaine de la prévention des risques professionnels. Cet événement est une expression de la détermination des pays africains à œuvrer pour mettre les travailleurs à l'abri des accidents de travail et autres risques professionnels. Maurice Sidibé fait le point. Selon les estimations de l'OIT, 250 millions d'accidents de travail sont enregistrés chaque année dans le monde, soit une perte de 5 fois des besoins des pays en développement. En Afrique subsaharienne, 125 000 personnes décèdent chaque année suite aux accidents de travail. À l'occasion de cette 22e journée africaine de la prévention des risques professionnels, les autorités du ministère de tutelle, les représentants des entreprises et les responsables de la CNSS réfléchissent sur les stratégies visant à mettre les travailleurs à l'abri des risques liés au travail. Nous souhaitons que cette culture soit désormais une activité quotidienne du Guinéen à travers la prévention des risques professionnels. Et le gouvernement a pris des engagements, comment accompagner la Caisse nationale de sécurité sociale en s'impliquant et en soutenant toutes les politiques qui seront lancées en la matière. En 2017, 125 cas d'accidents de travail ont été notifiés en Guinée, dont 2 décès sur les 6 000 travailleurs assurés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous pensons lancer dans les jours à venir une forte campagne de sensibilisation à travers les entreprises afin que le monde des employés sache réellement que le gouvernement a un souci majeur de leur protection sociale. Cette journée a été instituée en 1996 par l'Interafricain de la prévention des risques professionnels, une occasion pour les pays africains de mutualiser et de mettre en commun les efforts afin d'instaurer une culture durable de prévention des accidents de travail sur le continent. Le gouvernement et ses partenaires poursuivent leurs actions pour la relance du système de santé post-Ebola. Dans la région de Mamon, le service de maternité de l'hôpital régional a été réhabilité et équipé dans ce sens. La cérémonie officielle de remise de l'infrastructure a mobilisé agents de santé, populations bénéficiaires et autorités de la région. Voici le reportage de Adiatou Bari, Mohamed Mpati Kamara. Donner une image attrayante aux établissements sanitaires à travers la rénovation, une stratégie privilégiée pour accroître le taux de fréquentation des hôpitaux.
À Mamon, l'initiative se concrétise par cette réhabilitation du service de maternité de l'hôpital régional. Un cadre désormais idéal pour cette femme enceinte qui doit accoucher dans ses locaux les prochains jours. Maintenant, notre maternité est vraiment belle et attrayante. Et je suis vraiment contente de voir cela. La réhabilitation et l'équipement de la maternité de l'hôpital régional de Mamon est l'un des volets du plan de relance du système de santé post-Ebola. Le projet JPAIGO, sous financement de l'USAID, appuie le gouvernement guinéen dans la mise en œuvre de ce plan. C'est l'un des actes du gouvernement américain d'aider avec la qualité des services de santé pour le peuple guinéen. Et je vois que c'est en une petite étape. Je dois dire que depuis le commencement du gouvernement de son Excellence le Président en 2010-2011, nous avons travaillé beaucoup avec le ministère de la Santé d'aider. Alors je vois ici les résultats concrets de l'amélioration des services. Aujourd'hui, la baisse considérable du taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile dans le pays est l'une des 5 priorités de la lettre de mission du ministère de la Santé. L'amélioration des conditions d'hospitalisation, la prise en charge des complications obstétricales et la gratuité des soins des mères et des nouveau-nés sont des stratégies en cours pour atteindre cet objectif. Le nombre de mariages se multiplie à la veille du Ramadan, mais toutes les cérémonies ne sont pas faites de réjouissance. À Simambossia, ici à Conakry, 2 jeunes filles évoluant dans un même club de leaders ont tenté de faire annuler un mariage précoce. La mariée serait âgée de 14 ans et fréquente le collège. Le film de l'événement avec Lancé Kamisoko et Daouda Taban Silla. Regardez. Une plainte en bonne et due forme est tout d'abord adressée au commissariat urbain de police d'Anko 5 pour annulation de soupçons de mariage de jeunes filles mineures. Les plaignantes n'ont aucun lien de famille avec cette fille qui est perçue comme une victime. Pourtant, après quelques explications, le commissaire principal s'implique dans le dossier, fraîchement posé sur table. Je suis très déçu du comportement des parents qui donnent leur enfant au mariage précoce. Nous ne devons pas accepter ça parce que là, il y a une loi qui le prévoit. Le code aussi le prévoit. Donc si les enfants viennent voir la police pour les secourir, afin que ce fléau s'arrête, nous pouvons que nous mettre à leur disposition et faire ce que nous devons faire pour sécuriser les mineurs. Quelques agents de police sont alors détachés pour interrompre la procédure de mariage. Ces 2 membres du club des jeunes filles leaders se chargent d'indiquer le salon de coiffure où la future mariée se prépare pour la cérémonie civile. Ici, les organisateurs du mariage s'opposent à la démarche. Les agents publics de sécurité sont obligés de battre en retraite. Mais les jeunes filles à l'origine de la dénonciation se montrent tenaces. Le mariage, il est en train d'être célébré maintenant et que la famille est autour de la jeune fille déjà. Donc c'est un peu compliqué pour nous d'aller et de dire à la fille voilà, qu'on veut la récupérer. Donc du coup, on est obligé de passer par une autre manière en écrivant une convocation pour les parents de la fille et pour la jeune fille aussi. Donc interpeller les auteurs de ce mariage et maintenant appliquer la loi parce qu'il est temps, l'heure est grave, il faut vraiment qu'on agisse. La Guinée est le 14e pays à avoir ratifié le Code de l'enfant. Mais jusque-là, son application pose problème dans la société. Le Code de procédure pénale et le Code de l'enfant interdisent le mariage des jeunes filles âgées de moins de 17 ou 18 ans. La mariée de Simambossia, elle serait une mineure de 14 ans. Selon les dernières indiscrétions, elle a déjà regagné le foyer conjugal où elle doit attendre un mari vivant à l'étranger. L'ANCI, c'est un dossier à suivre. Référentiel de métiers et compétences de l'Université Roi Mohamed VI. Une rencontre vient de se tenir à cet effet à Conakry. Elle a permis aux experts nationaux et étrangers d'examiner et adopter un nouveau document consensuel sur l'employabilité des diplômés guinéens. Bernard Tanguino. C'est l'aboutissement de 2 années de recherche pour l'Université Roi Mohamed VI de Conakry.
Des enquêtes menées auprès des entreprises et des recommandations apportées par des universitaires ont permis de bâtir un référentiel de métiers et compétences. Un nouveau modèle qui intègre les exigences du marché de l'emploi. À l'issue de cet atelier, nous avons un référentiel que je peux qualifier de fiable, dans la mesure où nous avons eu une réponse assez correcte des entreprises. Toutes les entreprises n'ont pas répondu à notre appel, mais nous avons eu une représentativité de tous les secteurs et donc nous avons pu parcourir entièrement le référentiel. Les 3 jours de réflexion et de concertation des acteurs nationaux et internationaux ont débouché sur la validation de ce référentiel. On a essayé de leur indiquer une méthodologie de travail ou un chemin. J'espère que c'était utile. En tout cas, on en aura confirmation rapidement. Je crois qu'ils sont vraiment sur la bonne voie. L'URM6 a beaucoup travaillé et je crois qu'ils arrivent au bout d'un long travail. Ils vont réussir à produire ces référentiels de compétences qui vont permettre aux jeunes diplômés d'être intégrés et opérationnels immédiatement en entreprise. L'établissement d'un modèle de programme axé sur l'employabilité vise à réduire le taux de chômage des jeunes diplômés guinéens. Le projet est soutenu par les autorités publiques. Aujourd'hui, le problème de chômage dans le monde et particulièrement en Afrique et encore une fois en Guinée est simplement lié à une question de compétences. Tant que les compétences que nous donnons en tant que formateurs dans nos écoles, dans nos institutions, ne sont pas des compétences conformes aux demandes du marché de l'emploi, il va sans dire que les jeunes gens ne pourront jamais s'insérer. Un comité paritaire, entreprises, universités et patronat est mis sur pied pour le suivi du projet. Le travail du comité devrait aboutir à la réforme institutionnelle et pédagogique de l'université Roi Mohamed VI. Et puis ce communiqué conjoint des ministres en charge de la fonction publique et du travail, conformément aux dispositions du décret numéro D95-250 PRG-SGG du 1er août 1995 instituant les fêtes légales en République de Guinée, les ministres en charge de la fonction publique et du travail portent à la connaissance des travailleurs, travailleuses et agents des secteurs publics, mixtes et privés que la journée du mardi 1er mai 2018, jour de la fête internationale du travail, est déclaré férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Les ministres en charge de la fonction publique et du travail profitent de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à tous les travailleurs et travailleuses de Guinée, signé Billy Nankuma Doumbouya. Jeu de l'hôtellerie, PMU Winia, j'allais dire, un parieur à la retraite, vient de rafler une cagnotte de 620 millions de francs guinéens dans l'ordre de Quinté. La cérémonie de remise a mobilisé les responsables de l'ONAGI et du PMU. Reportage Aboubakar Yabi. La loterie est un secteur très prisé par bon nombre de personnes en Guinée. Parmi ces jeux de loterie figure en bonne place le PMU Winia. Cet homme âgé d'une 60aine d'années vient de casser la tirelire, une cagnotte de 620 millions de francs guinéens. Cet heureux gagnant est à la retraite depuis quelques années et consacre l'essentiel de son temps au jeu PMU Winia. Quand j'ai vu l'arrivée dans l'ordre, je pensais être un des nombreux gagnants du jour. Mais lorsque j'ai appris que je suis le seul gagnant, cela a été vraiment pour moi une très grande surprise. Parce que je ne m'attendais pas à être le seul gagnant. Le PMU est un jeu de technique, à la différence du loto où seule la chance vous permet de gagner. En revanche, au PMU, il y a le côté technique. Le plus vous travaillez, le plus vous lisez les informations sur les courses, le plus vous augmentez vos chances de gagner. À la remise de cette super cagnotte, les responsables de la Loterie nationale Guinée n'ont pas manqué de reconnaître le rôle du PMU dans la satisfaction des besoins de la population. C'est d'abord un Guinéen qui gagne, mais aussi c'est la preuve que les sociétés de jeu aujourd'hui sont performantes et l'État tire son épingle du jeu et cela permet à notre économie d'avancer. Cela permet au régulateur qu'est la LONAGI aussi de montrer qu'il fait son travail. Donc c'est un sentiment de bonheur et de fierté aujourd'hui pour moi d'assister à cette remise puisque c'est le deuxième gros lot jamais gagné en Guinée. Le premier gain est un record qui est jusque-là détenu par un parieur résident au quartier Bessia. Voilà, numéro 4, Dixie Madric.
Épiculture, après 20 ans d'absence, le groupe Extra Musica est à Conakry. Vous le voyez donc en image. Ce mardi 1er mai, il sera sur la scène du Palme Camaïenne. L'objectif, reconquérir les mélomanes guinéens. Le groupe congolais, fort de 25 ans de succès, promet un spectacle riche en couleurs. À 15 km de la sous-préfecture de Linsan, un accident de la circulation s'est produit ce matin. Pas eu de mort selon nos informations. La route de Linsan est bloquée devant les gros porteurs. Un camion est entré en collision avec une citerne vide en partance pour Conakry. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.